Écoutez cette interview du professeur Jean Baïbek parce que dans cette vidéo, il déclare tout, il verse tout. Wow. Écoutez ça très attentivement parce que c'est très important. Nous sommes à la veille des élections présidentielles. Et tout ce qui se dit sur les réseaux maintenant sont très importants, ou toutes les sorties sont très importantes. Écoutez ça très attentivement. Avant que je ne mette la vidéo, si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez découvrir certaines choses du gouvernement en place que vous ne savez pas. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, restez très scotché et très concentré. Parce que si tu perds une ligne, tu perds le reste. Reste très concentré et jusqu'à la fin de cette vidéo. Ciao, ciao. La grande interview de ce jour reçoit le professeur Jean Baïbek, médecin universitaire et homme politique. C'est d'ailleurs cette dernière casquette qui nous intéressera dans le cadre de notre entretien. Bonjour à vous, professeur. Bonjour, madame. Alors pour certains, la situation politique au Cameroun est à la croisée des chemins. L'on parle d'une combinaison de crises institutionnelles, sociales et économiques. Comment décrivez-vous la situation? En fait, la situation est effectivement très complexe, mais elle est due à une seule chose. Une seule chose, l'état de la gouvernance du pays par l'équipe qui tient ce pays depuis plus de 40 ans. C'est là tout l'enjeu. Mais trois facteurs expliquent ça. Il y a la longueur de cette durée-là, 40 ans. Il y a l'âge du chef, un peu plus de 92 ans. Mais de tous ces facteurs, le plus déterminant est le bilan. Cette équipe a un bilan qui est une catastrophe. C'est le pire bilan qu'une équipe politique ait pu avoir. C'est-à-dire que pendant leur règne, leur gouvernance a provoqué une guerre. Et ça fait 8 ans, ils arrivent à mettre fin à la guerre. Je leur prends toujours le modèle américain. Tant que le président américain, le 47e, c'est Buchanan. Et sa casserole, c'est d'avoir été là quand éclatait la guerre de sécession. Alors, existe-t-il un dialogue inclusif au Cameroun ou sinon peut-on parler d'une centralisation excessive du pouvoir contribuant à une défiance croissante vis-à-vis de la classe dirigeante? C'est plus que ça, c'est pire que ça. C'est de l'hypocrisie absolue. Parce que ce mot a été employé il y a quelques années, le président a convoqué un grand dialogue national. Mais je n'ai pas compris pourquoi la montagne a accouché d'une souris. Ça peut être l'incompétence et la confiance. Vous savez que ce n'est pas facile d'organiser un événement. Lorsqu'on n'est pas cultivé, lorsqu'on n'a pas fait un parcours, on va dire scolaire, universitaire et professionnel, dans lequel on a fait ça, on ne sait pas le faire. Et je doute que les dirigeants de ça savaient organiser une réunion de ce niveau-là. Il y a l'incompétence, il y a l'arrogance, il y a la filouterie, parce qu'ils ont fait des filouteries là-bas. C'est-à-dire que, par exemple, pour parler de la question de la guerre civile qui a cours, on a fait de simulacres de guerriers, de résistants ambazoniens armés. C'était pas vrai, on s'est rendu compte en fait que c'est des mensonges. Il y a un mélange de tout ça, ça n'a pas donné. Au finish donc, au finish, il y a une hyper-centralisation qui en réalité est une séquelle du néocolonialisme. C'est-à-dire que c'est comme si nous ne pouvions pas faire autrement. Nous, l'UPC, le parti qui a lutté pour l'indépendance. Pendant la période chaude de 92, l'une des choses que nous avons proposées, c'était que ça a abouti à ce qu'on a appelé la tripartite. Et après la tripartite, on leur a proposé un certain nombre de choses. 2 sont remarquables. 1, la décentralisation. Et 2, la création d'un Sénat. Ils ont tout pollué, ils ont tout abîmé. C'est-à-dire que la décentralisation, elle attendait 18 ans pour être mise en place. Alors que c'est une affaire dans la Constitution de 96. Un peu plus de 20 ans. 22 ans pour mettre en place le Sénat. 22 ans pour mettre en place les conseillers régionaux. Et quand on vient mettre, c'est diminué. Parce que le but du Sénat, c'était quoi? C'était d'avoir des gens qui font une deuxième lecture, qui valident les nominations du président. Parce que le président ne peut pas connaître tout le monde. On espère que s'il y a 100 personnes qui ont un certain âge, ils connaissent, on trouve toujours quelqu'un qui connaît bien
ceux qui ont l'âge de l'exécutif. Alors pour revenir à un aspect que vous avez évoqué, que vous inspire la crise armée dans les régions anglophones du Cameroun, marginalisation excessive d'un groupe communautaire et refus de réformes structurelles, vous diriez? Escroquerie néocoloniale. C'est-à-dire qu'après avoir perturbé tout le programme des pères fondateurs, c'est la réunification d'abord, l'indépendance ensuite, on nous a imposé l'inverse. On a fait l'inverse. Et puis on a la conférence de Fumban et on pose les bases d'un État fédéral à 2 États. On dit qu'on ne revient jamais là-dessus. En 72, on revient. Et on revient dans le faux. Parce qu'en 61, ça précède un référendum qui concerne seulement le 5e des Camerounais, ces anglophones-là. Ils sont le 5e. En 72, quand on veut revenir dessus, on fait un référendum qui concerne les 5 5e. Donc il y a 4 5e de faux. Ok? C'est pourquoi j'ai dit à Mouna que tu ne peux pas dire que tu pars maintenant au présidentiel alors que c'est ton père était le numéro 2 de l'escroquerie politique. Alors, professeur Jean Baïbek, pour revenir un tout petit peu sur cette crise dans les régions anglophones du Cameroun, on se souvient qu'il y a de cela quelques années, il y a pourtant un dialogue national qui avait été organisé. Mais est-ce que cela, vous pensez que ça a porté des fruits? Ça avait été mal organisé, par incompétence et par incompétence, on va dire aussi par naïveté. Il y avait les 2 facteurs. Parce qu'on ne peut pas faire le dialogue national avec les leaders de la partie qui est en brousse, dans le maquis, sous les verrous. Le leader était arrêté, on n'a pas pris leur opinion, ok? Sans descendre pour prendre leur opinion à la base. Alors on discute avec eux. Les gens sont armés en brousse, ni leurs représentants, ni eux-mêmes ne sont sur le forum de la négociation. Vous négociez quoi? Ils n'ont rien négocié. C'était de l'escroquerie, c'était de la manœuvre. Alors, Paul Biya est le président du Cameroun depuis déjà plus de 40 ans. En un mot, pour vous, ça fait beaucoup ou peut-être pas. Est-ce qu'il a des qualités, lesquelles, et si on partait sur un soit de cette longue gouvernance? Pour la question de la qualité, c'est pas mon rôle. C'est dommage, parce que je pense qu'il en a. Mais c'est pas à moi de les donner. Ok, il y a les gens qui doivent faire ça. Tant pis pour lui, s'il ne sait pas les sélectionner. D'accord? Parce que l'un des rares, je dois quand même dire, l'une des rares choses qu'il a fait qui était bonne, il nous a évité très clairement la guerre avec le Nigeria, un voisin avec qui on a plus de 2 km de frontière, qui est 5 fois plus vaste que le Cameroun et qui est 10 fois plus peuplé. Même à battre le Nigeria militairement, on laisserait trop de veuves, trop de blessés, trop d'orphelins. Ce monsieur nous a évité ça. Il nous a montré qu'il était diplomate. Mais c'est dommage qu'il ait un parti qui a les hauts fonctionnaires qui sont tous des bouffeurs, des ivrognes et des voyous. Ils sont incapables de dire la seule chose qui pourrait le sauver, à mon avis. Mais ils sont incapables de montrer à quel point cette chose était bonne. Ok? Mais ça, c'est leur, comme on dit chez nous, c'est son manioc. Maintenant, sur la longévité de son règne, je ne suis pas politiquement naïf. Je ne pense pas que le problème fondamental de la longévité est dans la longévité. Le sérieux de la question de la longévité est dans le bilan. Si un règne est long, avec de bons résultats, ben écoutez, il y a un grand pays de la Terre qui en 20 ans s'est transformé en puissance, en presque première puissance mondiale, sans beaucoup changer le président. Le résultat est là. Ils sont forts, ils sont puissants, ils sont riches. Ok? Mais on ne peut pas durer et nous laisser la guerre. Et laisser les routes qui ont des nids de piles partout, et laisser des villes qui n'ont pas d'eau, et laisser des domiciles qui n'ont que les délaissages d'électricité et des ministres qui pillent la République et nous dire qu'il faut qu'on continue à laisser, on ne peut pas. Alors, donc là, c'est la question du bilan qui est centrale. Alors certaines voix critiquent le manque de renouvellement de la classe politique au Cameroun. Ce constat est à charge ou pas, selon vous? Ce constat est à charge. Mais le problème, c'est de le poser comme le problème fondamental, non.
C'est la conséquence d'un système. Quel système? Le néocolonialisme. C'est-à-dire que le Cameroun a été réduit entre les mains de ceux qui ne voulaient pas sa libération pour partager ses richesses et ses atouts entre quelques personnes du pays et l'ancienne puissance coloniale. Eh bien, ils perpétuent le système. Donc, dans la prochaine lutte, il ne faut pas oublier les politiciens aujourd'hui, nous qui faisons la lutte politique, nous ne devons pas oublier qu'il y a deux ennemis. Un ennemi parisien, qui est la France-Afrique, le néocolonialisme, qui manipule tout. Et un ennemi visible ici, qui est le représentant de la nation. C'est pourquoi ce n'est pas une lutte facile. C'est pourquoi je soupçonne même les leaders politiques qui pensent que c'est une petite chose facile, il suffit de changer, puis il y a tout dit, et puis ce n'est pas une baguette magique, c'est pas ça. Si on n'arrive pas à casser le système néocolonial français, par rapport à nous, il faut savoir que on risque de ne pas faire long feu. Quelle solution proposeriez-vous pour sortir de l'impasse que vous venez de décrire? La première solution, c'est d'être conscient qu'il y a un enjeu d'eau. Il y a un vrai ennemi qui n'est pas visible et il y a un ennemi que nous voyons. Vous allez prendre conscience de ça. Après, ça a établi une stratégie par rapport à chacun. Il faut savoir que pour l'autre qui est invisible, qui est loin, la solution est dans la coalition interafricaine. On doit coaliser avec tous les régimes progressistes. Nous devons coaliser avec l'AES. Nous devons coaliser avec des pays progressistes comme le Sénégal, qui ont leur preuve. Nous devons coaliser avec des pays qui ont réussi à avoir leur indépendance, l'Angola, l'Afrique du Sud. On doit coaliser avec ces pays-là pour vaincre le néocolonialisme. Maintenant, pour le régime, le pilier local, le régime local, on a la chance que, historiquement, on a un fait de règne. Et que, quel que soit le cas, le parti État au pouvoir va exploser. Il ne peut pas tenir. Qu'est-ce qu'on fait de cette explosion-là? C'est un retour, l'opposition coalise. Pendant qu'ils se disloquent, nous on se saute. Hein? Comme disait une seule condition de réussite, s'unir sur la base d'une plateforme. Qu'est-ce que chacun veut? Hein, nous tous, on veut le changement. Quel changement? Un changement positif. Et qu'est-ce que chacun veut en particulier? On trouve un compromis. Et on profite de l'explosion qui a commencé de l'autre côté. L'explosion a commencé. On voit beaucoup de signes de leur explosion. L'assassinat de Martinez, c'est un cartel contre cartel. C'est une bataille entre deux cartels là-bas à l'intérieur. Donc on voit bien que le système est en train d'exploser. En retour, nous avons le mal à s'unir. Ça devrait être une de nos tâches principales, de s'unir sur une base minimale. Alors, on observe de plus en plus que plusieurs pays africains ont décidé de mettre hors de leur territoire les bases militaires françaises. On peut dire, entre guillemets, on décide de chasser la France, entre guillemets, et de plutôt nouer des partenariats ou des coopérations avec la Russie. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous pensez qu'à terme, le Cameroun devrait faire pareil? Il a même commencé. Il faut dire que, par exemple, sur l'enjeu, c'est diversifier. On ne peut plus être la chasse gardée de la France. Et c'est important. Pourquoi? Parce que parmi les 12 accords secrets, il y avait cet accord-là. Qu'on n'aurait pas le droit de tisser les relations internationales avec notre puissance sans l'accord de la France. Ça a volé en écart depuis, même Biya n'a pas renouvelé il y a quelques années quand le délai était arrivé. Donc c'est important pour nous, d'être libre, de choisir. Deux, de continuer ce qu'on a commencé. Par exemple, aujourd'hui, les prêts que nous prenons, le pays vers lequel on est le plus endetté, c'est la Chine. Ce n'est plus la France. C'est important. Nous devons aller vers les BRICS. On doit rejoindre les BRICS, on doit aller avec la Russie. Pourquoi avec la Russie? Eh bien, parce que la Russie, par son histoire, ne peut pas avoir les intentions coloniales. Pourquoi? On observe d'abord qu'on connaît le Berlin, il n'y a pas la Russie. Quand on dépassait l'Afrique en 1883. Et à analyser l'histoire, la géographie de ce pays, on peut voir pourquoi. Le pays est hyper vaste, alors que l'Europe étouffe. Ok, l'Europe est un œuf. La Russie est hyper vaste. Deuxièmement,
Ce que les colons cherchaient en Afrique, Jules Ferry l'a dit, c'est les matières premières. La Russie en raffole. Lorsque Einstein écrit au président Roosevelt pour lui dire qu'on a découvert l'élément uranium qui produit énormément d'énergie et que Hitler risque de fabriquer une bombe pour ça, et il lui dit parce qu'il va prendre, il y a des réserves en Russie et en Tchécoslovaquie. La Russie est riche en matières premières. Pourquoi on doit faire confiance à ceux qui ont pratiqué sur nous la colonisation, ont tué nos pères fondateurs et laissé ceux qui n'ont jamais fait? La Russie vaut la peine. D'accord? Pour les plus douteux, on leur dit, la Russie vaut la peine. Allons plus loin, elle est un enjeu. C'est vers là qu'il faut aller. Maintenant, parce que nous avons une culture francophone, parce que nous avons des enfants métis, rompre les relations avec la France, totalement, n'est pas facile. Mais ce qui ne se passera pas, on n'accepte plus d'être des esclaves. Alors, des rumeurs vous prêtent une candidature à la présidentielle de 2025. Quel changement concret à court terme proposerez-vous aux Camerounais? Il faut d'abord dire que ce n'est pas une rumeur, c'est une sollicitation qui a été claire par les dirigeants et le bureau politique de l'UPC. J'ai du temps pour répondre à cela. Je dois vous dire qu'en vérité, c'est difficile de refuser. Et l'un des devoirs que j'ai, je voudrais qu'en 7 ans, qu'il y ait un avant-pré-projet de société. Dans ce projet de société, dans le chapitre des solutions aux problèmes, parce que il va être structuré en 4 parties, un préambule, un diagnostic, une vision et des solutions aux problèmes. Dans le chapitre des solutions, le chapitre 4, il est formulé sous forme des programmes. Et les programmes, il y a des programmes extrêmement urgents, des programmes semi-urgents et des programmes, on va dire, en urgence différée. Dans le programme urgent, c'est ça. C'est en réalité 2 choses. Soulager les douleurs aiguës du petit peuple, d'une part, et d'autre part, mettre fin aux grandes exactions de la malgouvernance. Nous avons 18 mois pour le faire. C'est ce que j'appelle les souffrances du petit peuple. Le fait qu'il n'ait pas de l'eau potable, qu'il ait l'électricité, que la vie soit trop chère, que le panier de la ménagère, il faut régler ça. Très rapidement, ça ne doit pas attendre. Et maintenant, que j'appelle les exactions graves de la malgouvernance, les gens qui détournent des dizaines de milliards et qui roulent il faut arrêter ça très vite. C'est des gens, on prend le pouvoir aujourd'hui, demain on ferme les frontières. Ils ne bougent pas jusqu'à ce qu'ils remettent ça. Professeur Jean Baïbek, qu'est-ce qu'il faut véritablement pour que le Cameroun décolle à la verticale? Théoriquement, ce n'est pas extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui a d'énormes potentiels. C'est ça que je dis à la jeunesse. Que moi, je ne veux pas que vous alliez vous suicider dans un pays aussi beau, qui a autant de potentialités. Il y a un business. Vous sortez, vous marchez 100 mètres, vous trouvez 100 business. Vous pouvez faire 100 projets. Il y a d'orban, de recettes dont il n'est pas difficile à lever. Ce qu'il faut. Il y a quelques piliers. 1. Il faut ramener la paix. On ne construit pas un pays en guerre. 2. Il faut ramener l'état de droit. Pourquoi l'état de droit? L'état de droit rassure les investisseurs. Ça assainit le climat des affaires. Un type vient investir et c'est que s'il y a problème, les juges vont trancher. Il va retrouver son argent. Donc, la paix, l'état de droit, le climat des affaires, les infrastructures. S'il y a un état de droit, s'il y a les infrastructures, le privé construit le pays. Voilà les 4 à 5 piliers qui permettent de construire le pays, on va dire quelque chose entre 7 et 14 ans, 2 mandats. On remet le pays et décolle, comme vous dites, à la verticale. Parce qu'il fut presque ça. Lorsque Aïdjo remet le pouvoir en 82, lisez son discours. Il dit que c'est un pays, une économie en pleine croissance. Un pays qui n'est pas endetté. Hein? Et à l'école, nous apprenons en géographie à l'école que le Cameroun, en l'an 2000, aurait réglé le problème de l'industrialisation. C'est ça qu'on nous enseigne en géographie. Que le Cameroun avait 20 ans pour devenir un pays développé. C'est ça qu'on nous apprend en 81. Je crois que j'étais en classe de première. Je me souviens de ce cours de M. Kogen.
qu'il y avait tout pour que 20 ans après, le Cameroun soit un pays développé. Et ça ne nous a pas étonné quand on a vu que la Chine l'était, par exemple. Donc il y a tout pour découler à la verticale, comme vous dites. Ok? Il faut juste, c'est quelque chose. Maintenant, le régime qui est là, quelques excuses. On va dire pas des excuses, mais des circonstances atténuantes. Il faut dire que ils prennent le pouvoir en 82. Moins de 2 ans après, on leur fout un coup d'État dans les jambes, qui a raté. Ça les, comme ils n'ont pas de morale, ça les a complètement déstabilisés. C'est ça. Si j'étais leur avocat un jour, ou s'ils ont un avocat un jour qui est bon, voilà ce qu'il va vous dire. C'est ce que l'avocat va dire, surtout à juger ce régime. Que comment vous pensez que un type qui n'a même pas, qui était dans un shortlist, il était le dernier. Il prend le pouvoir, il n'a pas fait 2 ans, vous lui foutez un coup d'état dans les jambes. Comment vous voulez qu'il continue à avoir confiance en vous? Ok? Et comment vous êtes étonné que son entourage l'embrigade et l'égare? Hein? Dans le fond de l'affaire, c'est ainsi que ça s'est passé. À quoi ressemblera le gouvernement Jean Baïbek? Alors, si Dieu nous prête vie et la chance pour qu'on y arrive, parce que c'est les Camerounais qui décident, mais il y a Dieu au ciel, et qu'on y arrive, eh bien, ça devait être des hommes sérieux. Que nous n'avons pas beaucoup de problèmes à trouver. Pourquoi? Parce que pendant 30 ans, je fais la médecine et je connais toutes les classes sociales. J'ai pratiqué. Ce matin, je vous ai dit là, ma journée était pourrie parce que j'ai fait 4 heures de temps au bloc opératoire à opérer une malade qui avait mal au bas du dos et à la hanche. Je perds beaucoup. J'ai pratiqué énormément la médecine depuis pratiquement 40 ans. Parce que je la pratiquais étant étudiant. Et donc, j'ai cette assiette-là, j'ai l'assiette de mes élèves. J'ai formé 6000 médecins qui ont des relais, qui ont des familles. Et j'ai exercé la fonction publique depuis 89, ça fait quand même plus de 30 ans. Et donc, je connais tous les fonctionnaires de l'exécutif. Presque tous. Sans compter mes propres élèves qui sont devenus... J'ai des élèves professeurs. Pris au berceau, hein. Ce n'est pas qu'on m'a prêté en route. Qu'il était déjà vice-professeur, moi j'ai transformé, non. Pris au berceau, étudiant en médecine, n'est pas encore docteur. Ils sont devenus professeurs. Donc, je crois que je connais assez de gens, que je connais assez bien dans leur comportement. Parce que le problème est souvent, en dehors de la compétence, il y a l'éthique. On va sélectionner une bonne équipe qui représente toute la République. Dans un gouvernement, on doit sentir, toutes les communautés doivent se sentir concernées. Les communautés ethno-tribales, les communautés de genre, les communautés religieuses, pour représenter tout le monde. C'est la représentativité, l'efficacité, l'honnêteté et voilà. Sans laisser le temps aux gens de s'égarer. Moi, je pense que, comment tu as fait pour voler 1 milliard? Tous les vendredis, on doit avoir un bilan de mouvement bancaire. Et quand un million veut bouger, même 100 millions, on dit au ministre des Finances qui nous dit, tu peux pas voler au temps. Tu n'as pas le temps. De toute façon, tu te voles comme ça ne sort pas. Donc, on va savoir. Et donc, on va t'arrêter. Alors, professeur Jean Baïbek, nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre entretien. Avez-vous un mot pour la fin? Le mot de fin, c'est que j'aimerais dire à tous les Camerounais, y compris la diaspora, que moi je crois que notre pays a beaucoup de potentialité. Je pense que nous pouvons faire un meilleur pays que ce qu'il y a là et que nous allons le faire, nous devons le faire. Et que je vous appelle à soutenir ce processus, en particulier en sachant que ce n'est pas donné. Okay? Le néocolonialisme peut toujours trouver un motif pour éliminer les candidats qui sont capables de faire quelque chose. Le néocolonialisme va essayer, je ne sais pas, si les éliminer physiquement, ou de trouver des fausses histoires. Des fausses histoires qui vont faire que, bon, l'opposition doit se mettre ensemble, doit trouver le moyen de s'unir pour lutter sur la base d'une plateforme minimale qui doit dire comment on va gouverner, qui va gouverner à telle époque en fonction de ceci ou de cela. Et puis, regarder l'avenir avec optimisme en protégeant la jeunesse contre les abus et les égarements. L'un des risques, c'est comme ce régime a l'un des problèmes qu'il a, c'est qu'il y a des personnes qui sont âgées. Et donc, qui sont en fin de vie. Avant de partir, ils peuvent partir avec vous. Parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Il faut éviter ça. Il faut détecter ça
et essayer de plutôt les accompagner sans se laisser emporter. Voilà. Merci à vous, professeur Jean Baïbek, et merci également à vous de nous avoir suivis.